Alors, il y a une notion que notre président du Conseil de l'Ordre n'a pas donnée, c'est que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce. C'est un des points fondamentaux du Code de déontologie. Malheureusement, l'esprit de chaque médecin est divisé entre l'exercice de la médecine, d'un côté, sur lequel les patients peuvent être infinis, et malheureusement, un autre côté du cerveau, qui est la gestion de l'entreprise médicale. Et cette gestion de l'entreprise médicale qu'on va aborder maintenant, il ne faut pas la voir sous l'angle du chiffre d'affaires, il faut la voir sous l'angle des recettes de l'activité. Et Hubert Joannet, auquel j'ai demandé de se replonger dans la jungle des nomenclatures, va vous expliquer quels sont les choix qui se posent aux jeunes collègues lorsqu'ils se présentent à la CPAM et qu'on lui demande dans quel secteur d'exercice il veut s'inscrire. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, bon, il faut quand même rester optimiste sur l'installation libérale, puisque depuis le début de la séance, on nous parle de plaintes, de réclamations, de risques, etc. Il n'empêche que quand même, ça représente une bonne partie de l'activité des chirurgiens en France, on va le voir. Alors, une fois qu'on est diplômé, on fait des choix. On peut s'orienter vers une carrière hospitalière, on peut s'orienter vers une installation libérale exclusive, ou, et c'est assez fréquent aussi, une activité mixte, où on a une part en public, une part en privé. Et en fait, certains collègues que j'ai vu arriver en établissement privé, manifestement trouvaient que c'était arrivé, c'est-à-dire qu'ils avaient fini leurs études, ça se terminait, c'était bon, ça y était. Et en fait, non. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence, où on va construire sa clientèle, avoir affaire à tout un environnement qu'on découvre, et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, c'est une façon d'expliquer un peu les choses. Alors, d'abord, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, il en manque un. Donc, on estime qu'il y a actuellement 23 000 chirurgiens en France, selon les données du Conseil national de l'Ordre. Et beaucoup d'ophtalmos, vous voyez, 5085. Ensuite, il y a des gynéco-obstétriciens, des orthopédistes. Il y a les chirurgiens généraux, alors ça c'est un moule qui a toujours été indéfinissable. Les ORL, les urologues, les viscéraux, les plastiques et d'autres spécialités. Il y a 12 spécialités chirurgicales en France. Alors, vous n'êtes pas seul, puisque parmi ces 23 000 praticiens qui sont censés exercer des spécialités chirurgicales, tous ne font pas de la chirurgie. Il y a un certain nombre d'ophtalmos, d'ORL, qui ont une activité purement médicale. Vous voyez que 2 sur 3 exercent en privé. Ce sont des chirurgiens libéraux, avec des gros différentiels selon les spécialités. À part la chirurgie générale, la chirurgie viscérale, la neurochirurgie, la grande majorité des praticiens exercent en libéral. Alors, cette installation, d'abord, c'est votre affaire personnelle. C'est un monde personnel, c'est-à-dire que vous allez faire des choix qui vont d'abord être liés à votre choix de vie. J'ai eu comme ça un étudiant qui était un groupie et qui finalement a choisi de faire de la chirurgie viscérale. Et donc il m'a demandé des conseils sur cette spécialité. Ensuite il m'a demandé des conseils à l'examen national classant pour savoir dans quel CHU il allait plutôt aller à Besançon ou à Caen, etc.
il a fini par faire son internat, son clinica et être nommé praticien hospitalier à Caen. Et puis, 2 ou 3 ans après son installation, il est allé s'installer dans une clinique mutualiste dans les Alpes. Et en réalité, il passait son temps à aller faire du ski. Et donc, il n'avait pas particulièrement d'attache dans les Alpes, mais c'était son choix de vie. Et il exerce maintenant dans une clinique mutualiste dans les Alpes, où il est allé rejoindre un de ses copains, qui, 2 ans plus tard, est passé de la clinique mutualiste dans la même ville à la clinique privée. Alors il m'a interrogé, il m'a dit: qu'est-ce que tu penses que je fais? Est-ce que je suis mon copain dans la clinique privée ou est-ce que je reste à la clinique mutualiste? Je lui ai dit: regarde les parts de marché, regarde le projet professionnel qu'on te propose et les moyens qu'on te donne dans les 2 établissements, et fais ton choix. Et me semblait-il, il aurait été peut-être plus intéressant pour lui, surtout que son copain partait dans la clinique privée en face, d'y aller. Et il a finalement décidé de rester dans la clinique mutualiste. C'était son choix de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est un élément déterminant. Vous irez en Bretagne parce que vous êtes marié avec une Bretonne et que là, elle veut absolument vivre en Bretagne, cela d'autant qu'elle a une maison par sa famille dans le centre de la ville de Quimper. Ben voilà, ça c'est des choix de vie. Et donc, c'est ça qui compte et tout revient à ça. Alors, autour de ce monde personnel, vous avez un monde professionnel. On vous en a parlé, le Conseil de l'Ordre, les congrès, les recommandations, la littérature, la bibliographie, les staffs, les relations professionnelles. Vous avez un monde de l'entreprise, vous travaillez dans une entreprise, cette entreprise, elle a des avantages, elle a un excellent plateau technique, mais elle peut avoir des inconvénients. Elle peut avoir une direction qui change tous les 2 ans, elle peut avoir des brancardiers hyper syndicalisés qui vous bloquent le tableau opératoire 3 fois par an, elle peut avoir un environnement parce qu'il y a tout d'un coup un énorme groupe qui va s'installer en face. C'est le monde de l'entreprise. C'est un monde qui peut être plus ou moins convivial, avec des avantages, des inconvénients. Vous vous entendez avec tous vos collègues, mais tout d'un coup, il y en a un qui arrive et qui met le bazar partout. Et donc, ça nuit à votre qualité de vie. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et il faut savoir naviguer dans ce monde de l'entreprise. Il faut pouvoir avoir des relais pour obtenir auprès de la direction de l'entreprise des investissements, des associations, des partenariats, etc., 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 si vous voulez développer votre activité. Et enfin, il y a un monde macroéconomique, c'est-à-dire que votre entreprise, le tarif de vos actes, tout ça, ça dépend d'un environnement global qui vous échappe totalement. Alors on va vous dire, la médecine c'est fantastique, vraiment vous êtes chirurgien, vous faites des miracles, et c'est vrai que la médecine fait d'énormes progrès, et on peut résumer ça à l'augmentation de l'espérance de vie, et tout le temps on va vous dire ça, on va vous dire, c'est incroyable ce que vous faites maintenant, vous faites des opérations élaborées, les gens rentrent le matin, sortent le soir, bravo, c'est vraiment très très bien. Et vous en serez d'ailleurs plutôt satisfait. Et puis parallèlement, donc ça c'est les jours pairs. Et puis les jours impairs, on va vous dire, non mais attendez, ça coûte une fortune vos histoires. Vous comprenez, là, vous me dites la prostate par le robot, c'est très bien, mais vous avez vu le prix du robot, c'est ingérable. Donc il faut payer tout ça ça coûte une fortune, les médecins ça coûte très cher, etc., etc. Donc ça c'est un truc, il faut se mettre à l'idée que vous allez entendre ça toute votre vie. En tout cas, nous, on l'a entendu pendant toutes les 30 dernières années. Vous faites des miracles, mais vous coûtez vraiment très cher, pour ne pas dire trop cher. Alors, vous rentrez également dans un monde d'acronymes. C'est-à-dire que, à l'hôpital, vous connaissez les staffs, vous connaissez les RCP, mais vous ne connaissez pas, par exemple, le PLFSS. Vous allez prendre la notion du PMSI.
On vous a parlé ce matin de la caisse primaire, les GHS, le RSI, l'OQN, le MPC, l'URPS, le PTL, les plateaux techniques lourds, la CCAM, c'est la tarification des actes médicaux, les ARS, c'est le préfet sanitaire du coin, les KC, C2, CMU, RCP, SNIR, Convention, IGAS, le PASS. Vous savez ce que c'est que le PASS? Alors c'est pas le PASS Navigo, qu'on connaît à Paris, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Et ça, ça vous impacte de façon indirecte. Le CAS, la CARF, la CNAMS, l'AEB, RSO, PON, DAM, CSG, CS, HAS, le bloc, la CS, etc., j'en passe. Il y en a tout le temps qui arrivent. Alors donc, c'est un monde que vous ignorez, et donc que vous allez au fur et à mesure appréhender, et vous allez vous rendre compte de ce qui vous impacte personnellement. Alors, comment on est arrivé là? C'est important de reprendre l'histoire parce que finalement, c'est aujourd'hui la situation actuelle vient de là. En 1945, on crée la sécurité sociale. Et elle est même inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946 qui a changé depuis. C'est Pierre Laroque, qui a un haut fonctionnaire, qui a créé tout ça. Et en France, nous avons adopté un système bismarckien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité sociale est financée par les cotisations. Et donc, c'est les charges du travail, c'est le travail qui paye les cotisations. Et tout ça est donc géré par les partenaires sociaux. Pourquoi? Parce qu'en 1945, c'était un équilibre entre les forces gaullistes et les forces communistes qui à l'époque étaient très puissantes. Et donc lorsque vous allez aujourd'hui dans une réunion à la caisse primaire d'assurance maladie où les médecins libéraux sont reçus lors de réunions régulières, vous avez une table en U avec au milieu les gestionnaires des caisses qui sont les fonctionnaires. Vous avez à gauche les représentants, les administrateurs des caisses, donc le représentant CFDT, le représentant Force ouvrière, le représentant CGT, etc., etc. Et puis de l'autre côté, vous avez les représentants des médecins libéraux. Alors ce système bismarckien est en opposition avec un système bévéricien, qui en fait, lui, est financé par l'impôt et qui a trois caractéristiques. C'est qu'il est unique. Il y a plusieurs systèmes de sécurité sociale en France, je ne rentre pas dans les détails, il y en a eu plusieurs, maintenant il n'y en a quasiment plus qu'un. Il est unique, il est universel, tout le monde a accès à ce système, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes citoyen, vous êtes dans le système, et il est uniforme, c'est pareil pour tout le monde. En France, notre système de sécurité sociale a trois composantes. La maladie, c'est ce qui nous concerne, la vieillesse et la famille. Et vous voyez que en permanence, ces trois composantes doivent influer les unes sur les autres. Ça n'inclut pas le chômage, les cotisations chômage, mais tout ça, ça pèse, c'est le spectre permanent. Puisque dès que le chômage augmente, les cotisations baissent, et donc il n'y a plus d'argent pour payer la maladie, la vieillesse et la famille. Et lorsque les gens vieillissent, eh ben, il faut plus d'argent pour la vieillesse, alors est-ce qu'on va pouvoir aussi en donner pour la maladie ou pour la famille? Quand les enfants font plus d'enfants, les Français font plus d'enfants, ça impacte. Et tout ça, c'est un espèce d'équilibre qui nous impacte. Alors, au début, ça va bien. En 1966, on se dit quand même, les médecins, là, il faudrait voir un peu combien il y en a, comment ça se passe. Donc, on fait passer une loi sur l'affiliation obligatoire. Et puis on se dit, bon, on va faire des réunions quand même avec les médecins, ça s'appelle la Convention nationale tripartite, et on décide de plafonner les tarifs médicaux qui jusque-là n'avaient jamais été plafonnés. Et on recommande une adhésion individuelle à la Convention. En 1967, Georges Pompidou passe à la télévision et dit, il existe un trou de la sécurité sociale. Donc ça, ce trou de la sécurité sociale, il faut l'entendre, il faut le garder parce que vous allez l'entendre régulièrement. 1971, première convention, puis on est un peu plus poignant puisqu'on dit maintenant il faut adhérer à la convention. C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix, c'est que vous devez adhérer en tant que médecin libéral à la convention. On crée un petit plus pour un certain nombre de praticiens qui s'appelle le DP. Je ne rentre pas dans le détail, il est tombé en désuétude du fait de l'arrêt des praticiens qui étaient concernés. On crée un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, il y a quand même beaucoup de médecins, comment ça va se passer tout ça?
Donc on se dit, bon, on va quand même limiter le nombre des médecins parce que ça peut influer aussi sur les prescriptions, etc., la demande de soins. Je passe sur la deuxième et la troisième convention, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette situation n'a jamais été stabilisée. Et dans les 40 dernières années, on a eu droit à 44 plans de réforme de la sécurité sociale. Seguin en a fait 3, tous les ministres en ont un. Donc il faut s'habituer à ces modifications permanentes. Alors après, ça va se dégrader puisque on crée le secteur 2, c'est-à-dire que tout ça est très influencé politiquement. En 1980, on est en juin 1980, Giscard d'Estaing, sans que ça s'engrossit, il est dans l'affaire des diamants, il n'est pas sûr de sa réélection, et Raymond Barre accorde le secteur 2 à un certain nombre de médecins, c'est-à-dire le droit à des dépassements d'honoraires. Et ces médecins peuvent alors à ce moment-là faire des honoraires, font des honoraires libres, ils paieront leurs charges sociales de leur poche. En 82, la Mitterrand est passée, tout de suite cette histoire de supplément d'honoraires revient à l'ordre du jour, puisque Jacques Ralite, un des 4 ministres communistes du deuxième gouvernement Mitterrand, décrète qu'on va supprimer les suppléments d'honoraires dans les établissements publics, ce qui provoque immédiatement la première grève d'interne, puisqu'à l'époque l'internat était la voie royale pour faire une carrière hospitalière, qui sera d'ailleurs que nous avons menée avec Philippe de Normandie, le père de l'actuel ministre. 4e convention, 5e convention, et puis là ça va trop loin. Donc le secteur 2 qui avait été créé en 1980, il est gelé en 1990. C'est-à-dire qu'on dit, eh bien, on va le réserver aux gens qui sont anciens chefs de clinique installés après décembre 89 et qui le demandent. Et donc à cette époque-là, il y a un certain nombre de chefs de clinique qui avaient tout à fait les titres pour obtenir le secteur 2 qui n'ont pas demandé. Et ça va créer un abcès de fixation. Ils vont beaucoup... et donc, pour que tout le monde, même ceux qui ne le demandaient pas, puissent l'avoir, mais ça n'était plus le cas. Et à l'époque, il avait été demandé que les secteurs 2 fassent 25% des actes de tarifs opposables, ce qui a été annulé par le Conseil d'État. En 1991, Rocard crée la CSG. La CSG, on va en reparler. Et cette CSG, elle était appuyée sur 1% de tous les revenus. Alors, il faut bien retenir ces courbes, c'est ça qui va fixer toutes les décisions et toutes les mesures que prennent les chirurgiens libéraux depuis 30 ans. Ici, vous avez l'évolution des lettres et des chiffres clés par rapport au coût de la vie. Alors ça, c'est la consultation spécialisée, la CS de l'époque, ça c'était la C de l'époque, et ça, c'est le KC, c'est-à-dire le coefficient de l'acte opératoire. Et alors vous voyez que donc, au fur et à mesure, eh bien, comme les tarifs de la sécurité sociale ne changeaient pas, le KC s'est effondré. Et donc, à ce moment-là, et à ce moment-là, à partir de, vous voyez là, cette période-là, 85, les chirurgiens ont commencé à dire, c'est pas un problème, nous allons compenser nos baisses de tarifs par des suppléments d'honoraires. Et on en est là encore aujourd'hui. Et d'où le caractère très douloureux des chefs de clinique qui avaient accès à ces suppléments d'honoraires et qui n'avaient pas choisi et qui se sont retrouvés coincés. Alors ça, c'est l'évolution des recettes pendant la même période, et vous voyez que les recettes, eh bien en fait, quand on était en secteur 2 et qu'on faisait des dépassements de 100% d'honoraires, c'est-à-dire une fois le tarif sécu, eh bien on maintenait son niveau de vie. Mais que quand on faisait 40% de suppléments d'honoraires en secteur 2, ben, on s'accrochait. Hein. Et évidemment, je ne vous parle pas de ceux qui étaient achetés en secteur 1. Donc cette histoire de supplément d'honoraires, là on parle de recettes, ça, les courbes sont assez comparables pour les bénéfices. C'est l'élément clé, c'est devenu un élément clé de négociation entre les chirurgiens, quelle que soit leur spécialité, et
les caisses, les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que cette histoire de supplément de l'horaire, nous préférons parler de supplément, ceux qui sont contre parleront de dépassement, revient régulièrement à l'ordre du jour, dans la presse, etc. C'est un scandale, etc. Mais ça a une réalité très concrète pour nous. Alors, tout ça s'intègre dans les déficits, puisqu'il y a le trou de la Sécu, l'assurance maladie est en déficit, et on parle là de dizaines de milliards d'euros. Et ces déficits, ils sont variables d'une année à l'autre. Et donc, ça nous impacte directement. Puisqu'il y a beaucoup de déficits, eh bien, on va toucher au portefeuille des médecins, on va taper, on va réduire un certain nombre de budgets, d'accord, etc. Et ça nous impacte régulièrement. Et donc, mais c'est plus ou moins positif, c'est-à-dire que ça dépend des années. Alors, une des mesures, on en avait parlé dès 1971, ça a été de dire on va diminuer les prescripteurs, et là ça a été drastique, puisque vous voyez que nous avons les héros de 1993 et de 1994, qui sont des gens qui devaient être des cadors, pour être nommés à l'époque, puisque en première année, puisque vraiment la sélection elle était draconienne, c'était limité à 3500 médecins en France, sur toutes les facs. C'était un moyen, disons, comme un autre, plutôt grossier, de diminuer les dépenses de la Sécu. Alors je continue, réduction des dépenses de santé. En 1996, on avait le plan Juppé. Alors le plan Juppé, il y a eu beaucoup d'ordonnances, il a créé les ARS, enfin il y a eu tout un tas de... il a créé la CRDS, la CRDS c'est la dette de la sécurité sociale. Donc la CRDS c'est un impôt, enfin c'est une cotisation plus exactement. Il faut rembourser, en fait il s'agit de rembourser 325 milliards d'euros. Et donc actuellement on en a remboursé 110 milliards, ça continue, mais il faut payer tout ça. Alors c'est pas les médecins qui paient ça, c'est tout le monde. Mais c'est pour vous expliquer les enjeux. Et au moment du plan Juppé, certains chirurgiens ont fait un chèque à Juppé, parce qu'il fallait rembourser sur un texte, etc. Moi, je me souviens particulièrement d'avoir fait un chèque à Juppé. Et alors, évidemment, on oublie tout ça. Ouais, on oublie, mais ça fait partie de l'histoire. Ça peut expliquer un peu où on en est. 97, encore des conventions qui sont discutées, annulées. En 1999, donc on voit arriver la CMU. Alors là, la CMU, vous allez être payé un tarif d'autorité. Vous faites une consultation pour un cancer, ça vous prend 1 heure, c'est une CMU. Eh bien, elle vous sera rémunérée 23 euros. Alors, nous parlons d'argent. Notre éthique, c'est notre éthique de médecin, de traiter tout le monde de la même façon. Néanmoins, puisqu'on parle d'argent, c'est un fait. La loi Kouchner, avec la création du droit sur les patients, la création de l'ONIAM, et puis en 2005, quand même, on dit que ces tarifs médicaux, ça ne va pas du tout, les tarifs des actes médicaux, ça ne va pas du tout. Et donc, on va refaire une nomenclature et une tarification des actes médicaux. Et donc, ça change de nom, ça ne s'appelle plus la LGAP, ça devient la CCAM. Mais globalement, pour les chirurgiens, finalement, ça aboutit à pas la même chose. En viscéral, en gynéco-obstétrique, nous avons des tarifs qui sont toujours des tarifs extrêmement planchers. Parce qu'on s'est très mal débrouillé dans les négociations. Les gastro-entérologues qui tenaient les syndicats à l'époque ont très bien géré cette affaire. C'est l'histoire du point de travail, je ne passe les détails. Toujours est-il que l'arrivée de la CCM n'a pas réglé les problèmes en matière de finances. 2006, mutuelle obligatoire. Vous allez voir que ça va devenir important. Et puis en 2010 et 2015 sont créées les élections des URPS, Union régionale des praticiens de santé, voilà, qui ne concernent pas seulement les médecins. Et donc, dans ces élections, il y a 3 collèges, médecins généralistes, médecins spécialistes et médecins des plateaux techniques lourds. Et là, les chirurgiens raflent la mise dans le collège des plateaux techniques lourds, puisque par exemple à Paris, à la première élection, ils ont raflé tous les postes. Tous les postes sauf 3, parce qu'il fallait laisser un poste systématiquement aux autres syndicats.
Et donc, alors, quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que maintenant, les chirurgiens participent aux conventions, c'est-à-dire qu'ils sont à la table des négociations. Et ça, c'est une grande avancée, puisque les chirurgiens, jusqu'à présent, étaient représentés peu ou prou par les gastro-entérologues, les dermatologues, des gens de bonne volonté, hein, mais enfin, qui n'étaient pas non plus toujours au fait et toujours aussi motivés que les chirurgiens. Alors en 2013, on va y venir, on a créé le contrat d'accès aux soins, puis en 2017, on a créé l'Optamco, option tarifaire réservée aux chirurgiens, tarif maîtrisé réservé aux chirurgiens obstétriques. Mais ça bouge tout le temps, parce que quelle est l'actualité de l'année? L'actualité de l'année, c'est qu'on a créé cette année plein de consultations différentes. Et aujourd'hui, si vous allez voir sur Amélie, vous verrez qu'il y a actuellement 46 tarifs de consultation pour les généralistes, 62 tarifs pour les spécialistes. Alors il y a par exemple la consultation pour le médecin généraliste qui va faire une visite en ski. Vous voyez, parce que oui, c'est spécifique. Et donc ça existe. Et donc il faut appréhender tout ça. C'est-à-dire que sur les dernières années, on avait vécu sur la CS, puis on a vécu sur la C2. Et bien maintenant c'est fini tout ça. Maintenant on vit sur la PC, on vit sur le MCS, le LPC. Est-ce que ça se rajoute? À qui a droit? Enfin tout ça c'est devenu un monde extrêmement complexe. Et donc il faut bien étudier tout ça parce que comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, si vous ne connaissez pas bien vos consultations, eh bien vous perdrez à chaque consultation un petit peu d'argent qui à la fin de l'année sera de l'argent bêtement perdu. Donc ça fait partie du boulot. De même que vous devez étudier très attentivement la nomenclature pour en tirer le meilleur sel. Parce qu'il y a une multiplication d'actes, il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas encore vraiment répertoriés, etc. Vous avez le droit de côté des actes, 2 actes par intervention. Tout ça, ça fait partie du métier. Et quand un jeune installé s'installe avec un vieux, régulièrement, il demande au vieux comment tu codes ça, etc. Et le vieux te dit, bon, tu ne vas pas coder ça comme ça, tu vas coder ça comme ça. Parce que ça t'aura plus, sans que ce soit interdit. Alors, aujourd'hui, en secteur 2, eh ben, les chirurgiens, ils ont bien compris l'histoire du supplément d'honoraires, puisque vous voyez qu'il y a très peu de chirurgiens non conventionnés. Il y a des chirurgiens conventionnés avec déplacement, c'est l'ancien DP. Alors moi, je connaissais un chirurgien à Paris qui s'est arrêté de travailler l'an dernier. J'en connais encore un à Nice, c'est devenu extrêmement rare. Et pour les autres, eh bien, un tiers des chirurgiens est conventionné, et je veux dire conventionné secteur 1, et 2 tiers sont en honoraire libre. Et alors vous voyez que le nombre, la proportion de chirurgiens qui s'installent en secteur 2 croît en permanence. 55% en 1985, et 85% en 2010, et en 2010 d'ailleurs, le relevé du Conseil de l'Europe montrait que parmi 187 chirurgiens installés, 87% avaient pris le secteur 2. Alors, de quoi parle-t-on? Le secteur 1, ça a été modifié puisqu'on va en parler avec le CAS et l'Optam. Le secteur 1, c'était quoi? C'était la caisse payait une partie des cotisations maladie et maternité. Elle payait des cotisations URSSAF en fonction du revenu, de ce qui dépassait du plafond annuel de la sécurité sociale. Je ne rentre pas dans les détails. Elle payait environ 40% des cotisations vieillesse. Et le secteur 1 avait droit à un dépassement qui était très limité, inférieur à 17% du tarif opposable, sur moins de 30% des actes, en dehors de cas particuliers comme les urgences, les cellules, le parcours de soins coordonnés. Le secteur 2, donc il était accessible aux chefs de clinique, médecins des hôpitaux des armées, PH, depuis un certain temps. Et là, dans ce cas-là, le praticien paie l'intégralité de ses charges sociales, ce qui représente à peu près 36% de ses recettes. On en parlera dans la communication suivante. Et puis il y avait le cas particulier du secteur privé à l'hôpital, où là, le chirurgien fait ses recettes, mais il a des redevances qui diffèrent en fonction des consultations et des actes techniques,
et en fonction de là où il est installé, en CHU ou en centre hospitalier général. Alors, on parle des suppléments d'honoraires, c'est un point de fixation. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'elle paye, l'assurance maladie? L'assurance maladie, elle paie 3% de son budget, c'est les honoraires des médecins généralistes. 5%, c'est les honoraires des médecins spécialistes libéraux. Et puis après, vous avez les auxiliaires de santé, les soins de ville, les produits de santé, les établissements publics, les établissements privés, les établissements médico-sociaux et tout un tas de missions qu'on a confiées à la sécurité sociale. Donc, vous voyez que les suppléments d'honoraires, ça représente 14% de 8% du budget de l'assurance maladie, c'est-à-dire 1,14. Voilà où on est. D'accord? Pourquoi? Parce que dans les honoraires, vous avez les honoraires conventionnés, près de 6 milliards pour les généralistes. Vous avez les honoraires conventionnés pour les spécialistes, 10 milliards. Vous avez les dépassements d'honoraires que font les généralistes, 210 millions. Les dépassements d'honoraires que font les spécialistes en consultation, ça représente 1,5 milliard, un peu plus. Et enfin, vous avez les dépassements d'honoraires qui sont liés aux actes techniques, qui sont essentiellement faits par les chirurgiens, qui représentent 900 millions. Donc voilà, donc là, on est sur le 1,14% du budget de la sécurité sociale, et ça, c'est un espèce d'emblème pour expliquer que les médecins dépensent trop, que la médecine coûte trop cher, etc. Et nous, on est, les chirurgiens, en première ligne pour ça, sur un sujet qui nous concerne au premier chef, ça c'est vrai. Hein, on ne peut pas céder là-dessus. Je t'interromps. Oui. Pour les jeunes, ces suppléments d'honoraires dont tu as donné le montant par rapport à l'enveloppe totale des soins ne coûtent pas 1 euro, à part pour la CMU, à l'assurance maladie. Ces suppléments d'honoraires sont à la charge des mutuelles complémentaires ou directement des patients lorsque ceux-ci n'ont pas de mutuelle. Alors, tu as absolument... Ça donne l'échelle, ce camembert, ça donne le raisonnement politique, mais ça n'entre absolument pas dans le problème de financement de l'assurance maladie. Mais tu as parfaitement raison de le souligner, parce que là, si vous voulez, je vous fais l'historique. Et qui gère ces suppléments d'honoraires? Les chiffres, les taux de dépassement, d'où a-t-on les chiffres? On les a des données de la sécurité sociale. Or, l'assurance maladie n'est en rien concernée par ces suppléments d'honoraires. C'est pas elle qui paye. En revanche, elle est en tête de ligne pour nous donner les chiffres, nous incriminer, incriminer les chirurgiens libéraux. Donc là, il y a une espèce d'ambiguïté parce que, si vous voulez, l'assurance maladie, c'est un organisme payeur. D'accord? Ça ne s'occupe pas de la prise en charge des gens. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'amalgame. Hein. Et donc, au titre, comme ils gèrent des fonds, ils pensent qu'ils sont habilités à gérer ce problème de supplément d'honoraires. Alors, c'est vrai que c'est quand même eux qui ont les chiffres. Donc, c'est eux qui ont les datas. Et pour autant, ça n'impacte pas la sécurité sociale. D'ailleurs, nous avons fait en Île-de-France, avec les URPS, une évaluation de ce qui coûte à la sécurité sociale, enfin ce qui coûte, disons, nous avons fait une comparaison à partir d'1 million de séjours par un organisme spécialisé indépendant. 1 million de séjours fait par 3000 praticiens sur 58 actes. Bon, on a comparé les tarifs publics-privés. Et donc, on pourrait dire, les suppléments d'honoraires, ça augmente le coût de la médecine. Mais non, quand on compare, vous voyez les tarifs privés, à droite, où on a donc additionné les honoraires conventionnés du chirurgien, les honoraires conventionnés de l'anesthésiste, le GHS, les suppléments d'honoraires du chirurgien, les suppléments d'honoraires de l'anesthésiste. On arrive à une moyenne de 700 € pour un canal carpien. D'accord?
Si dans le secteur public, vous additionnez les honoraires du chirurgien quand il exerce en secteur privé, plus ses suppléments, plus l'anesthésiste, les honoraires de l'anesthésiste quand il exerce en secteur privé à l'hôpital, plus les suppléments, vous arrivez à un total de 1007 €. Ça veut dire quoi? Que sur la moyenne des 50 usages, je vous ai mis l'essentiel, enfin je vous ai mis les plus emblématiques, eh bien vous voyez que faire des suppléments d'honoraires en privé, contrairement à l'amalgame qu'on voudrait nous faire croire, ça revient moins cher à la sécurité sociale globalement, à la collectivité globalement, que si c'était fait en public, et en public le tarif moyen est de 126% supplémentaire. D'accord? Au passage, je vous ai mis la comparaison du curage ganglionnaire, qui n'est pas un acte non plus si répandu par rapport à d'autres. Vous voyez qu'en public, c'est 354% plus qu'en privé, dépassement de l'horaire compris. Voilà. Alors, nous revenons à cette histoire d'acte technique de la NGAP qui n'a pas été réellement modifiée par la CCAM. Et vous voyez que cette courbe qui dégringole, elle se croise parfaitement avec l'évolution des suppléments d'honoraires. Je m'excuse pour cette capture d'écran qui n'est pas de bonne qualité, mais vous voyez qu'en 1985, le taux de dépassement était d'environ 25%. Attendez, je vais appuyer sur la mauvaise cloche. Voilà. Et que le taux de dépassement, eh bien, il atteint 75% pour certaines spécialités. Voilà, les chirurgiens, ils sont ici, là, ils sont là. Et ce qui est assez frappant, c'est le croisement des deux courbes. C'est-à-dire que les chirurgiens libéraux ont réussi à maintenir leur niveau de vie par rapport par la substitution des suppléments d'honoraires à l'amoindrissement des tarifs opposables. Alors évidemment, ces taux de dépassement, ils sont variables. Les chirurgiens sont du côté de 61%. Ça varie selon les spécialités. Ceux qui déplacent le plus, ce sont les gynécologues médicaux. Ce sont des spécialités qui font des consultations, qui n'ont comme recette que des consultations. Et donc pour eux, c'est également un enjeu. Puis ensuite, vous avez les stématologues. Tout ça, c'est des chiffres de la CNAM. Et ensuite, les gériatres. Ensuite, les dermatologues. Et ne viennent qu'en 5e position, les chirurgiens. Je parle là d'un taux de dépassement global. C'est-à-dire les chirurgiens, c'est acte technique compris. Par rapport aux gynécologues, qui ne font que les consultations. Alors ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux, parce que dans le Cantal, le taux de dépassement est de 11%. Dans Paris, c'est 114%, toutes spécialités confondues. Le chirurgien parisien, il est à 119, taux de dépassement moyen. Ça dépend des soins, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, eh bien vous voyez qu'il y a plus de dépassement en consultation, en proportion, qu'en acte technique. Alors, devant ce caractère d'envolée des suppléments d'honoraires, qui ne la concerne pas, la sécurité sociale a réagi. L'assurance maladie a réagi en disant on ne peut pas, sous prétexte d'accès aux soins, continuer à tolérer ces suppléments d'honoraires, etc. Et donc, a été créé en 2012 le contrat d'accès aux soins, qui visait à stabiliser les dépassements sur 3 ans. Ça a consisté à différencier les tarifs du secteur 1 de ceux du secteur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les actes de la CCAM, par exemple, eh bien, que vous soyez en secteur 1 ou secteur 2, vous touchez 200 € pour mener un, quel que soit le secteur. Eh bien là, le paradigme change, et vous allez toucher 240 € si vous êtes en secteur 1, c'est schématique les chiffres que je vous donne, 240 € si vous êtes en secteur 1, et vous ne toucherez toujours que 200 € si vous êtes en secteur 2. Donc là, les tarifs du secteur 1 prennent 20%. En plus, si vous accédez au contrat d'accès aux soins, la Sécu prend en charge, comme elle avait fait pour le secteur
une partie de vos cotisations sociales. Bulletin de triomphe pour la CNAM, qui dit, ça y est, nous avons endigué le taux de dépassement, qui est passé de 55,4 à 54,1. Nous avons réussi. Parfait. En réalité, quand on regarde les chiffres, il y a quand même un échec global. Pourquoi? Parce que de 2012 à 2014, il y a eu une augmentation globale des honoraires de 6,6. Les suppléments d'honoraires des spécialistes du secteur 1 qui peuvent choisir le contrat d'accès aux soins ont augmenté de 20%. Les suppléments d'honoraires des spécialistes du secteur 2, on aurait pu se dire, ah, ça va baisser. Non, ils ont augmenté de 6,72%. Les suppléments d'honoraires ont augmenté de 10%. Et non seulement les honoraires ont augmenté, mais en plus, la caisse, elle paie les cotisations sociales. Donc on ne peut pas dire que ça soit un succès global, du point de vue de la caisse. Mais on va quand même afficher la diminution du taux de dépassement. Mais enfin, c'est aussi un échec pour les patients, parce qu'on va voir arriver une augmentation du reste à charge. Pourquoi? Parce que les patients sont maintenant pris en étau entre les chirurgiens et les mutuelles. Et on va y revenir. Alors, malgré ce succès affiché, ça ne devait pas être complet, puisque finalement le CAS a été supprimé, et on l'a remplacé par la formule actuelle qui est l'Optamco. Donc, option tarifaire maîtrisée. Là, je ne vous parle que du CO, qui est la version spécifique aux chirurgiens et aux gynéco-obstétriciens. Le praticien ne peut pas faire de dépassement au-delà de 100%, donc il accepte d'encadrer ces dépassements. De plus, il doit être en dessous de la moyenne des dépassements des années 2013, 2014, 2015, c'est-à-dire donc les 3 dernières années, qui, au passage, ont été calculés par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui, là encore, n'est en rien concerné par les suppléments, mais s'occupe de ce qui ne regarde pas. Simplement, c'est le cas des chiffres. Qu'il s'agisse de consultation ou d'actes techniques, l'avancée pour le Optamco, c'est que vous pouvez sortir à tout moment. Vous envoyez une lettre recommandée et vous finissez l'année et vous repassez en secteur 2. Un des avantages aussi, c'est que si vous êtes en Optamco, votre prime RCP, vous savez que les caisses primaires versent une partie des primes d'assurance. La prime d'assurance passe de 55 à 66%. Si vous êtes inscrit dans l'accréditation, vous y gagnez un petit peu quelque chose. Donc pour la caisse, le tarif des actes est augmenté de 20%. Pour ceux qui participent à l'Optamco, là vous avez cette histoire de 240 € pour une hernie contre 200 avant. La prime de 7,2% des cotisations sur les actes faits au tarif opposable. Et puis alors là, il y a un abat, la prime elle va être fonction de si vous avez bien suivi le truc ou pas. Alors, nous avons fait les comptes. Nous, en chirurgie viscérale, pour un chirurgien qui travaille plutôt beaucoup d'ailleurs, quand on voit, alors il fait des vésicules, des appendicites, des hernies, des ectomies, des occlusions, des rectums, tout ça part dans une année. Alors si vous faites les comptes, vous avez un bénéfice de 80 000 € en secteur 1. Vous prenez l'Optamco, vous y gagnez là. Si vous passez le secteur 1 en Optamco, vous y gagnez. Si vous faites un secteur 2, vous restez en secteur 2. Mais vous faites une moyenne de 40% de supplément d'honoraires sur l'ensemble. Bah, vous avez intérêt plutôt à aller dans l'Optamco. D'accord? Et si vous faites un secteur 2 et que vous faites un dépassement d'honoraires moyen de 100%, vous n'avez pas du tout intérêt à passer en Optamco, vous avez intérêt à rester en secteur 2. Alors, il faut faire ces calculs. J'ajoute qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans un système où, de principe, vous allez accepter de diminuer vos marges de manœuvre éventuelles, eh bien, vous perdrez une partie de votre installation libérale, c'est évident. C'est un choix.
C'est un choix qu'on peut faire. On peut être à 3 ans de sa retraite et dire, bon, ben, maintenant, pas de problème, je vis sur ma lancée, voilà. C'est un choix, ce sont des choix personnels, mais il est clair que le but de ce secteur est de limiter, voire de diminuer les suppléments d'honoraires, et que donc, là encore, c'est un choix. Alors quel est l'état des lieux maintenant par nos chiffres? En matière de chiffres, il faut d'abord des chiffres, il y en a beaucoup. J'ai essayé de vous sortir les plus clairs, les plus simples et les plus fiables surtout. En matière de recettes pour les praticiens libéraux, il y a 2 critères. C'est le SNIR, donc vous recevez tous les 6 mois votre activité. On a parfois des erreurs, parce que parfois vous voyez qu'on vous a facturé un accouchement en Guadeloupe. Ça, c'est à la marge. On se dit quand même, c'est exact. Ouais. Mais le SNIR, ça sert aux impôts, ça peut être une référence, etc. Donc, les honoraires moyens en 2013, chiffre de la Sécu, c'était 302 000 € pour les chirurgiens libéraux, toutes spécialités chirurgicales confondues, secteur 1, secteur 2. Alors c'est variable, c'est vrai d'une spécialité à l'autre, c'est variable d'un secteur à l'autre. L'autre élément de référence, c'est la CARMF. Alors la CARMF, elle se base sur les bénéfices, donc les déclarations d'impôts. Quand vous allez cotiser à la CARMF, on va vous demander votre déclaration d'impôts, qui sont en fait des bénéfices non commerciaux. Et donc ça, ce sont des chiffres que vous déclarez aux impôts. Bénéfices, on parle de bénéfices, on ne parle pas de recettes. Différent. Vous avez déjà sorti les charges. Et donc, les chiffres sont hors ophtalmo parce que, alors c'est pareil, la classification à la carte, au SNIR, c'est pas pareil. Enfin bon. Et là, il y a 5000 chirurgiens. Vous voyez, c'est pas tous les chirurgiens parce qu'il y en a qui sont en C large, enfin bon, c'est encore différent. Disons que globalement, c'est quand même un chiffre de référence auquel beaucoup de monde se réfère. En secteur 1, c'est 96 000 €. En secteur 2, 148 000 €. Et ils affichent toujours une variation d'une année sur l'autre. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, avec cette histoire de stagnation des tarifs opposables et de gestion des suppléments d'honoraires, les chirurgiens ont, jusqu'à présent, en libéral, réussi à maintenir leur niveau de vie. Quand on compare d'ailleurs aux pays étrangers, les chirurgiens français, contrairement à ce qu'on peut bien nous dire, ne sont pas les moins bien lotis. Les Espagnols pleurent, les Belges qui gagnent beaucoup pleurent encore plus que nous parce qu'ils ont d'énormes charges, il faut payer leurs 3 gouvernements, leurs 3 ministres de l'éducation physique, leurs 3, etc. Et donc ça leur coûte beaucoup, ils s'en payent beaucoup. Je mets à côté les luxembourgeois que tu connais un peu, qui sont à Rouen, ils sont quasiment en Europe. Mais bon, finalement, par rapport aux Allemands, aux Anglais, je parle des Anglais libéraux, on n'est pas forcément les moins bien lotis. Mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Il y a un bras de fer entre le patient, le praticien et la mutuelle. Parce que ces suppléments d'honoraires, comme on vous l'a dit, n'intéressent pas la sécurité sociale. Et donc ce sont les mutuelles. Depuis 2006, tout le monde a une mutuelle. On a généralisé la mutuelle. Au passage, on va s'orienter vers un système beveridgien, par rapport au système bismarckien. Et donc, tout le monde dit, quand on vient voir un chirurgien, on verra votre mutuelle. Sauf que les mutuelles, elles ont bien compris le système. Soit le praticien adhère à l'Optamco et la mutuelle va accorder un contrat qui sera bien supérieur à celui qui n'a pas rejoint l'Optamco. Alors qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a des mutuelles qui vous disent, si, pour les honoraires d'hospitalisation, si le praticien adhère à l'Optamco, nous payons les frais réels. C'est-à-dire que vous prenez 3 000 €, la mutuelle paye 3 000 €. Si le praticien, c'est la ligne d'en dessous, n'a pas adhéré à l'Optamco, on rembourse 0. Il y a des contrats comme ça. Or, nous, la
plupart des chirurgiens, ils font leur métier, ils estiment que tout ça, ça a une certaine valeur, ils vont pas faire de distinction entre ceux qui vont payer un fort supplément ou pas de supplément. C'est la même activité, c'est la même consultation, c'est le même acte opératoire. Mais dans ces situations-là, eh bien, on ne peut pas accepter d'avoir pas un supplément pour compenser la stagnation des tarifs opposables. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un petit contingent de patients. Alors lui, il se retrouve avec un praticien qui a pris l'Optalco, tout ça. Là, la mutuelle rembourserait, il va payer 2 millions, il s'en fout. C'est remboursé. La majorité des patients, ils vont tomber sur un chirurgien qui n'a pas choisi l'Optalco, puisqu'il reste en secteur 2, et il préserve sa liberté. Et il va se retrouver avec une mutuelle qui le rembourse très peu, et il va se retrouver avec un très important reste à charge. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. C'est que parce que les patients, ils sont plutôt au courant de tout ça. Donc, ils découvrent le potologue. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je ne comprends pas, je cotise à une mutuelle, je cotise. Et là, le jour où je me fais opérer, ça m'a coûté 1000 € pour le chirurgien, 500 € pour alors que je cotise. Et donc, il y a une prise de conscience de la part de la population que ces systèmes, à terme, n'est pas viable. n'est pas viable, parce que d'un côté, le chirurgien, le médecin, le patient, il conçoit bien quand il va se faire opérer, qu'on va lui enlever la moitié de l'intestin ou qu'on va lui enlever la prostate pour un cancer, ça a un coût. Et il se rend compte aussi que les mutuelles, ça ne correspond pas à ce à quoi ils avaient pensé. Puisque un certain nombre de praticiens du secteur 2 sont passés en Optalco, mais en réalité très peu, une minorité, et qu'il y a par exemple à Paris, je ne connais pas les chiffres actuels, mais aucun chirurgien parisien n'avait choisi le contrat d'accès aux soins. Et c'est la même chose pour la plupart des grandes villes. Alors, reste le problème des charges. Le problème des charges, c'est que la CSG qui avait été créée par Rocard pour 1,1% des revenus, même si elle remplace les cotisations d'assurance maladie et d'assurance chômage, c'est un poste de charge qui croît, parce que maintenant ça devient de plus en plus important. D'autre part, en ce qui concerne les charges, le chirurgien, c'est un chef d'entreprise. Il paie une secrétaire, il paie une aide opératoire, il paie des redevances à la clinique, etc. On va en parler avec l'histoire des charges. Et une étude de l'URPS Rhône-Alpes avait montré qu'un médecin crée 4,83 emplois dans la région. Secrétaire, infirmière libérale qu'elles font bosser, personnel de clinique, kiné, laboratoire, ambulancier, pharmacien, opticien, etc. Et 3,9 emplois dans la région. Donc c'est-à-dire que ça a un impact économique. Si les chirurgiens ils ne sont pas à l'aise pour développer leurs activités, faire leur activité, ça aura un impact économique, tout ça est lié. Et enfin, il est clair qu'il y a plus d'impact dans les grandes villes. C'est-à-dire que le loyer à Paris, c'est pas le même loyer que dans la Creuse, le stationnement à Paris, c'est pas le stationnement dans la Creuse, etc., etc. Tout ça est lié. Et donc, là encore, voilà. Donc pour conclure, en fait, la situation, si vous voulez, elle est perpétuellement évolutive. Les chirurgiens ont su, jusqu'à présent, plutôt bien se défendre. Enfin, ça, je peux vous dire qu'avec Philippe Brey, on en a fait des réunions. Il y en a encore une là, samedi prochain, ou je ne sais plus, début décembre, avec le CDF. Enfin, voilà, ça nécessite d'être très vigilant. Il y a en particulier un truc qui s'appelle le PLFSS, qui est le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est actuellement en cours, où chaque année, la représentation nationale, la Chambre des députés et le Sénat décide des orientations qui concernent tout ce qui est l'assurance maladie, où là, il peut y avoir des choses qui impactent soit favorablement, soit défavorablement les chirurgiens, et il faut donc être très vigilant. En général, d'ailleurs, c'est un médecin qui est rapporteur, actuellement c'est Véran qui est un socialiste, plutôt pas mal, un neurologue,
Mais c'est pas aussi lui qui décide tout. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, je vais vous poser une question après ce catalogue impressionnant. Je voudrais vous remercier pour cet exposé remarquable. Vous avez dû travailler énormément. Oui, j'ai énormément. Intéressant de faire le On disait avec Laurent Laroche, c'est beaucoup de travail. Je voulais vous poser une question en ce qui concerne quels sont les avantages et les inconvénients du secteur 3, libre, complètement. Alors le secteur 3, je n'en ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle les médecins non conventionnés. Alors là, le médecin fixe tous ses tarifs. Il n'a rien à voir du tout avec la sécurité sociale. Le patient qui opérera ne sera remboursé de rien et paiera tout de son acte technique, du séjour hospitalier éventuel, etc. Ça représente une très proportion, là je vous ai dit, c'est 0,5% des chirurgiens. Ça peut intéresser certains chirurgiens dans des spécialités comme la chirurgie plastique ou qui font des soins très spécialisés, très particuliers, qui ont une renommée, je ne vais pas dire une exclusivité, mais qui ont une activité très très particulière. Il y en a, mais c'est très très marginal. Le principal inconvénient, c'est que le patient perd ce qu'on appelle la dispense d'avance de frais. C'est-à-dire que lorsque vous entrez en clinique pour faire votre admission, vous ne voyez absolument pas passer les frais d'hospitalisation. Or, dès l'instant où le praticien est déconventionné, sauf dans quelques établissements, l'établissement facture la totalité du dossier au patient, libre à lui de se faire rembourser par l'assurance maladie ce qu'elle veut bien lui rembourser au titre des actes, c'est-à-dire rien du tout, et au titre des prestations hospitalières, c'est-à-dire du GHS. Or, actuellement, il y a tellement peu de chirurgiens secteur 3 qui pratiquent des GHS en établissement dont ils ne sont pas propriétaires, qu'on a du mal à donner la réponse. Et le seul avantage, je pense, ça pourrait concerner les praticiens qui travaillent dans un bloc opératoire personnel chez eux, c'est-à-dire essentiellement les plasticiens. Et bientôt, peut-être, les ophtalmos. Je voulais aussi signaler qu'il y a plus d'une dizaine d'années, des collègues ophtalmologistes de région ont choisi le secteur 3 car ils étaient vraiment embêtés pour le remboursement même des collyres, etc. Donc ils ont décidé de faire secteur 3. Et à l'époque, mon collègue a choisi une assurance britannique, qui était beaucoup moins chère. Et actuellement, il paraît qu'on est obligé, quand on est en secteur 3, de payer sa sécurité sociale personnelle en France. Voilà, ça c'est aussi un jeu. Est-ce que c'est encore vrai? Alors, là vous abordez un sujet qui est un sujet absolument tabou. Doit-on cotiser à la sécurité sociale? Alors, j'arrête tout de suite Hubert. Il y a un texte précédé d'une lettre L, comme nous l'a indiqué tout à l'heure Maître Laccueil, qui interdit à toute personne d'en parler. À toute personne résidant sur le territoire français, mais c'est très sérieux, hein. Non, c'est pas une blague. Hein. C'est une loi qui interdit à toute personne résidant sur le territoire français de répondre à cette question. De répondre à cette question. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Dans 5 minutes, la politique, c'est quoi cette on n'a pas le droit d'en parler. question? Quelle est la question? Quelqu'un peut donner La question, c'est est-ce qu'un citoyen français travaillant en France, qu'il soit libéral, enfin, ça concerne que les travailleurs indépendants, est-ce qu'un citoyen français peut s'exonérer de payer ses charges obligatoires au profit d'une assurance prise à l'étranger, et en l'occurrence en Angleterre ou ailleurs, puisqu'il y a des compagnies qui démarchent les Français en leur vendant de l'assurance maladie. Pas de gestion. Voilà, c'est un très très vaste sujet, mais il est strictement interdit d'en parler
dans les réunions publiques. Qui interdit ça? Une loi. Alors, Une loi. là, on touche aussi à un sujet, si vous voulez, qui est l'ambiguïté entre la législation française et la législation européenne. Non, mais je parle pas de ça. Je parle pas de On est ça. enregistré. Oui, non, je parle pas de ça. Je dis simplement que la plupart des lois qui nous régissent sont des lois européennes. C'est comme ça. Et pour des raisons d'organisation et tout ça. Or, il y a des cas où la loi française n'est pas la même que la loi européenne. Et donc là, il y a une ambiguïté. Et par exemple, en ce qui concerne la CSG, il y a une discussion entre la France et Bruxelles, parce que la France estime que ce sont des cotisations sociales, et Bruxelles dit non, c'est un impôt. Et donc, hein, Alors, tu vas en parler, mais... je vais te répondre, Hubert. Je vais te répondre, Hubert. Ne sont concernés par la CSG que les gens qui sont assurés sociaux. Pour être assuré social, il faut que j'adhère à la sécurité sociale. Pour payer Oui, la non, mais CSG, il faut que tu sois assuré social. Je ne lis pas les deux sujets, je dis Non, simplement qu'ils sont touchés. Ils sont liés là, Oui, implicitement enfin, ils sont liés. en l'occurrence ils sont liés, mais c'était pas mon... Parce que c'est le problème, le problème a été soulevé pour les frontaliers. Frontaliers qui résident en France et travaillent dans la communauté européenne. Et pas de CSG. S'ils ne sont pas sur la sociale française. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Tout ce qui est frontalier, le problème est parfaitement régi, les caisses sont parfaitement au courant et ils l'admettent. Et Je voudrais vous poser une question qui est... J'ai exercé toute ma vie en secteur 2 par choix, c'est-à-dire pour être libre. Je n'ai pas du tout suivi la courbe de croissance que tu as indiquée. Donc, mais ça, c'est mon problème personnel vis-à-vis de mes relations vis-à-vis de l'argent. La question que je voulais vous poser, pour un praticien qui exerce, pour les praticiens qui exercent en Île-de-France, je longe un chemin. Quelle est la part respective de ceux qui utilisent un secteur 2 à 100%, un secteur 2 à 200%, un secteur 2 à 300%, un secteur 2 à 600%. Moi, j'ai travaillé dans un établissement où certains praticiens travaillaient à 6 fois la nomenclature. c'était avant. Oui, et quelle est la même proportion dans les villes de province? Parce que quand on discute avec nos collègues provinciaux, ils disent, à Paris, vous êtes fous, il y a des prothèses de hanche à 4 000 €, il y a des... En province, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour différentes raisons, et probablement parce qu'il n'y a pas la clientèle pour payer ça. Est-ce que vous avez des datas quelque part? Tu as tellement travaillé que c'est intéressant. Des parts respectives, du volume respectif de déplacement, j'aime pas le terme déplacement, d'honoraires complémentaires chez nos collègues de l'Île-de-France et chez nos collègues provinciaux. Non mais ça, les données sont très claires. L'adresse l'État. Les données sont très claires. Par exemple, si tu veux, les anesthésistes lyonnais, par exemple, sont très bien placés en termes de taux de dépassement. Tu vois, voilà. Mais je n'incrimine personne, hein. Je dis simplement que quand on vit, quand on a une installation à Lyon, à Paris, sur la Côte d'Azur, dans les grandes villes, C'est pas la même chose que dans le Cantal. la clientèle peut être différente et surtout les charges sont différentes. Moi, si tu veux, j'exerce dans le 8e arrondissement à Paris, je paie un loyer qui n'a rien à voir avec ce que je paierais si j'étais à Orléans. Voilà. Et je ne te parle pas du stationnement, du truc, etc. Bonjour, Gabriel Baramidon, chirurgien digestif à Saint-Étienne. En pratique, qu'est-ce que vous conseillez pour un chirurgien qui va s'installer, par exemple, prochainement, par rapport à Optamco? Merci. Moi j'aurais tendance à choisir le secteur 2 et à faire le bilan, et ça c'est un avis personnel, et à faire le bilan au bout de quelques années. Pourquoi? Parce que quand on s'installe, on ne connaît pas sa clientèle. Vous êtes très compétent
en chirurgie viscérale globalement. Et puis, pour des raisons diverses, vous allez devenir le cadre du coin sur la vésicule. Vous ne faites pas mieux la vésicule que les autres actes, mais vous vous retrouvez avec le meilleur sur ce sujet-là, sur les voies biliaires, du coup vous allez opérer du foie, etc. Puis vous n'allez pas beaucoup opérer de hernie, ou l'inverse. Et donc là, vous allez pouvoir analyser votre clientèle, d'où viennent ces gens, par qui vous sont-ils agressés, etc., etc. Et puis c'est à partir de là qu'il faudra faire des comptes personnels. Voilà, je constate simplement que dans une installation libérale, il y a le mot libéral. Et ça a du sens, tout ça. Et comme on a été échaudé par les différentes réformes successives, etc., tout cela incite à la prudence. Parce que si tout d'un coup on vous explique que l'Optamco, vous avez choisi l'Optamco, maintenant c'est bien, vous êtes bien et que vous allez rester, ou si on décide que l'Optamco, vous allez baisser votre taux de supplément, parce que c'est ça l'objectif de la création de l'Optamco. Faut oublier, c'est pour ça qu'on l'a créé, pour baisser les suppléments. Et donc, voilà. Alors après, quand vous aurez remboursé une bonne partie de votre emprunt pour votre installation ou pour votre résidence principale, et que vous avez décidé de ne plus faire d'enfant, vous voyez un peu le truc, vous avez un peu une vision un peu plus long terme de votre budget, vous ferez vos comptes. Mais au moins, vous pourrez tout faire vos comptes. Alors, l'Optamco, officiellement, c'est réversible. Enfin... Celui qui s'installe dès le départ... Pardon, celui qui s'installe, le jeune, donc qui s'installe systématiquement en Optamco, il aura la possibilité de revenir sur le secteur 2 dès lors qu'il est éligible. Oui, il faut être sûr de son coup là. Non, mais c'est dans le texte. En primo-installation, il n'est pas évident que le choix initial de l'Optamco permette de quitter l'Optamco pour aller en secteur 2. Parce que ce qui est précisé dans le texte, c'est que quand tu prends l'Optamco, tu peux récupérer à tout moment le secteur précédent. Et là, comme tu n'as pas choisi, oui, tu récupères quoi? Comme tu n'as pas choisi au départ. Non, c'est une question, il faut regarder, parce qu'il y a un texte au journal officiel qui est de novembre 2017, novembre 2016, qui voit aussi, enfin, qui précise toutes ces situations. Il y a aussi également le choix de l'Optamco par un groupe de praticiens. C'est-à-dire qu'il est possible de prendre l'Optamco parce que certains font ça, d'autres font ça, voilà. Mais tout ça, c'est des comptes à faire. Mais sur le fond, pour une installation primaire, il faut mieux prendre ses précautions et s'inscrire en secteur. Ensuite, en fonction de son activité, Alors, une autre question, et puis après on passe au sujet suivant, parce que si nous voulons avoir le temps de déjeuner. Ça n'est Étienne Boulet, chirurgien. Ça n'est pas une question. En marge de ce qui a nous être dit et qui est très intéressant, je voudrais tout simplement rappeler que, puisqu'on a parlé de Jacques Khalid, je voudrais rappeler que c'est grâce à lui qu'a été créé le statut de praticien hospitalier, à l'image un petit peu de ce qu'est la carrière d'un médecin militaire. Et alors qu'avant lui, il n'y avait aucun statut et tout chirurgien, chef de service en province, dans un hôpital ou peut-être dans notre Paris, etc., était le maître absolu. Et il pouvait laisser un praticien extrêmement compétent au stade d'assistant toute sa vie, sans aucun espoir de devenir chef de service. Et c'est un petit exemple parmi d'autres. Il y avait, je dirais pas une anarchie, mais il y avait des avantages de ci, de là. Et j'ai rencontré Jacques Khalid un jour au théâtre à Paris. Je l'ai félicité personnellement. Voilà, c'était une petite anecdote. Merci pour cette anecdote. Je crois que autant l'arrivée des ministres
communiste à l'époque a été vécu comme un épouvantail en matière de santé. Et je crois qu'avec le recul, tout le monde s'accorde à dire que Jacques Ralite a été un excellent ministre de la Santé, qui n'a même pas réussi à faire disparaître le secteur 2 ni les suppléments d'honoraires, parce qu'il était parfaitement convaincu, comme l'étaient les communistes à l'époque, je ne sais pas où ils en sont actuellement, que la médecine libérale était la meilleure médecine pour le pays, bien plus que la médecine hospitalière. Ils ont toujours défendu la médecine libérale et Ralite a été un des défenseurs de la médecine libérale. Je crois qu'il faut lui reconnaître ce mérite. Merci.